On est en compagnie de Julien Demensal. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Le patron de Future Investment Manager. Avec vous Julien, on parle de ce dernier prix Nobel d'économie, Richard Thaler. Alors, on le connaît moins bien dans le grand public, mais vous, qui vous intéressez depuis longtemps à la finance comportementale, puisque c'est de ça dont il s'agit, vous allez nous dire un petit peu plus sur qui est Richard Thaler. Alors oui, c'est un prix Nobel qui consacre un économiste qui travaille sur la finance comportementale depuis quasiment toujours. Il a eu son doctorat en 1974 et il a commencé à s'intéresser aux traits humains qu'on retrouve dans l'économie et dans les marchés financiers à ce moment-là, en écrivant quelques papiers d'observation sur la soi-disant rationalité des investisseurs. Alors Richard Thaler, d'abord, c'est quelqu'un de très sympathique, très ouvert. Il y a souvent une opposition entre la finance classique et la finance comportementale, un peu comme il y a 20 ans en France, il y avait une opposition entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, avec parfois des arguments assez virulents. Et Richard Thaler est quelqu'un qui a beaucoup contribué à un apaisement. Tous les gens qui s'intéressent à ce sujet devraient aller écouter l'interview croisée Eugène Fama, Richard Thaler, qu'on trouve sur YouTube, qui date d'il y a 2 ans et dans laquelle on voit un échange vraiment très sympathique entre les deux personnes qui justement font des parties de golf ensemble et échangent sur leur point de vue. Donc c'est quelqu'un de très sympathique, de très ouvert. On le retrouve aussi dans un film qui s'appelle Le Big Short, le casse du siècle, un film vraiment très intéressant et assez drôle sur ce qui s'est passé en 2007-2008, la crise financière et la bulle sur le crédit immobilier. Et c'est quelqu'un qui a aussi une culture académique très forte, puisqu'il a écrit une dizaine de livres, notamment son best-seller qui est le Nudge. Et puis il est pas éclectique parce qu'il fait de la finance comportementale, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un qui a montré qu'il y avait des connexions aussi avec le monde politique, notamment le gouvernement anglais de Cameron s'est beaucoup inspiré de ses travaux. Et on dit qu'Emmanuel Macron en France, pendant la campagne, s'est aussi inspiré des réflexions de Thaler sur le sujet. Voilà, donc c'est un prix Nobel de finance comportementale à quelqu'un de vraiment remarquable, de très intéressant. Et puis ça suit le prix Nobel de 2013 à Robert Shiller, déjà la finance comportementale, et puis le prix Nobel de 2002 à Daniel Kahneman. Alors justement Julien, qu'est-ce que c'est exactement que cette finance comportementale, voilà, pour ceux qui découvrent Richard Thaler et cette notion? Alors la finance comportementale s'attache à analyser les comportements humains qui ont une influence une influence globale ou macroéconomique sur l'économie et notamment sur la formation des prix. Je dis bien notamment parce que ce n'est pas le seul sujet, mais notamment sur la formation des prix, donc la formation des prix des actifs. Alors ça peut sembler une évidence qu'il y a des comportements humains qui génèrent en fait une modification de prix, ça semble très logique, et pourtant toute la finance qu'on appelle classique, qui était dénommée encore jusqu'à il y a 10 ans académique, toute cette finance se base sur un principe central, un postulat, une sorte d'hypothèse de départ, qui est que l'investisseur est toujours rationnel. Ça aboutit de manière un peu plus sophistiquée à la notion d'efficience des marchés. Mais le point de départ, c'est la rationalité permanente de l'investisseur. Et en fait, ce que disent les tenants de la finance comportementale, c'est qu'un investisseur toujours rationnel, en fait, c'est une chimère, c'est un être qui n'existe pas. Puisque l'investisseur, il est capable de rationaliser beaucoup de choses dans sa prise de décision, mais en même temps, il est beaucoup plus hétérogène dans son analyse et beaucoup plus divers dans son comportement que cette simple rationalité. Alors partant de là, la finance comportementale montre que les conclusions de la finance classique, notamment sur l'équilibre des prix, ne sont pas justes. Alors ça, c'est ce qu'ils disent eux d'un point de vue académique, mais les praticiens, donc tous les gens de marché, savent très bien que la rationalité n'est vraiment pas toujours présente. Alors on est guidé également par nos émotions, hein, évidemment, notamment dans ces conditions lorsqu'on est investi sur les marchés où on n'a pas toujours un comportement rationnel. Par exemple, on a tendance à vendre quand tout le monde vend, quand les marchés baissent, alors que c'est peut-être là où il faudrait acheter, inversement, à racheter encore plus quand les marchés montent, peut-être qu'ils sont tout en haut. C'est un des exemples. Alors c'est un très bon exemple. C'est d'ailleurs Richard Thaler a travaillé avec Daniel Kahneman, donc un autre prix Nobel de 2002 en économie, alors que
Daniel Kahneman est un psychologue. Ils ont travaillé tous les deux pendant de nombreuses années. Ils ont notamment montré que la fréquence des ventes et la fréquence, enfin des ventes pour clôturer en fait une position et la fréquence des achats pour ouvrir une position n'ont rien à voir. Ils ont démontré que les gens sont capables en fait de vendre dans une petite période de temps d'une manière très compulsive, alors qu'ils ont tendance à étaler leurs achats sur des périodes extrêmement longues relativement. Et quand il s'agit seulement de prise de profit, c'est-à-dire je vends, enfin de vente tout court, si les ventes sont avec des pertes, elles se font dans une période de temps très limitée. Si les ventes sont avec des gains, alors ça se fait de manière très étalée dans le temps. Donc il n'y a pas du tout le même comportement de l'investisseur selon qu'il est en gain ou selon qu'il est en perte, selon qu'il achète ou selon qu'il vende. Et on sait aussi par exemple que voilà, ça fait beaucoup plus mal de perdre 1000 € que d'avoir la satisfaction qu'on en retient d'avoir gagné 1000 €. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est un autre élément d'asymétrie, tout à fait. Justement, en quoi consistent les travaux de Thaler dans cette matière? Alors, précisément, c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Je parlais de 10 livres, des tas d'articles. Je crois la première chose qu'il faut rappeler, c'est le pont qu'il fait entre l'économie et la psychologie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faudrait beaucoup de temps pour développer tout ce qu'il a trouvé, mais c'est ce qu'on citait avec cet argument, cette anecdote autour des positions acheteuses ou vendeuses. Pour citer un travail vraiment important, celui dont je parlais au début de l'entretien, qui a inspiré notamment des politiques, c'est son livre qu'il appelle le nudge. Alors le nudge, c'est comment on va tirer profit des biais comportementaux pour inciter les agents économiques ou les individus à prendre des décisions à peu près rationnelles. Donc le nudge, c'est de dire tout est une question de présentation. Si on présente les choses de manière bien ordonnée, avec peu de, c'est pas peu de liberté, mais avec peu de chemin de traverse, alors la décision va être très rationnelle. Là où il y a un effet très fort en finance, c'est notamment ce qu'il a proposé aux fonds de pension américains, puisque quand l'épargnant s'adresse aux fonds de pension, il pense toujours qu'il a besoin de n'épargner que 100 $ par mois. Or, si on fait une vraie analyse, c'est 150 ou 200. Et il pense toujours qu'il doit être très prudent ou très risqué dans son investissement, alors qu'en fait, la notion de prudence ou la notion de risque dépend de l'horizon d'investissement et pas de sa propre préférence. Donc, en posant des questionnaires simples et bien organisés, on aboutit à optimiser la décision d'investissement de l'épargnant dans son fonds de pension, dans son fonds de retraite. Et notamment, la finance comportementale est plutôt vue d'un bon œil par les régulateurs dans le monde, puisqu'elle permet de sortir un peu des cases émotionnelles pour avoir une finance un peu plus ordonnée et plus dans l'intérêt de l'épargnant. Alors justement, cette finance comportementale, est-ce qu'elle est déjà appliquée en France dans certaines maisons de gestion? Est-ce que, par exemple, Futur Investment Manager, vous utilisez ces principes pour votre gestion? Oui, alors de manière générale, la finance comportementale se développe depuis à peu près 20 ans de manière pratique dans l'asset management. Des gens qui ne font que ça, il y en a peu, mais il y a notamment la société de Richard Thaler, parce qu'il s'est associé avec un gérant, et ils ont créé en 1993 une société de gestion qui gère, je crois, à peu près 10 milliards de dollars d'actifs. Donc à l'échelle des États-Unis, c'est une petite entreprise de gestion et qui a des résultats, je crois, très intéressants, notamment sur la partie action. Je crois que leurs produits gagnent à peu près 20% par an en moyenne. Donc ce sont des bonnes performances. Alors en Europe et en France en particulier, on est très peu nombreux. Donc Future Investment Managers, notre société, ne travaille que à base de finance comportementale. C'est 100% de notre processus d'allocation est basé là-dessus. Nous, on travaille plus sur la notion macroéconomique de cycle, donc la répétition faite des moments d'expansion de l'économie et des moments soit de récession, soit de faible croissance, puisque ces cycles ont un lien évident, très fort avec la performance du marché boursier. Et les travaux qu'on a pu mener au cours des 15 dernières années, qui ont abouti à la mise en place de la société de gestion, nous ont permis aussi de travailler sur les marchés de taux, d'avoir des idées assez précises sur le comportement probable des marchés de taux. Et donc, nous prenons nos décisions non pas sur la base de la finance classique, mais uniquement sur la base de la finance comportementale. Voilà, de la théorie à la pratique, on va voir justement comment ça peut être mis en application. Quelles sont justement vos idées pour cette fin d'année boursière? C'est dans quelques instants sur TF Finance. À tout de suite.